Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler enfin du nouveau film de Christopher Nolan ainsi que du dernier Quentin Dupieux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Oppenheimer et Yannick. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, ainsi que Yannick, le dernier Quentin Dupieux, qui sera un petit peu ma reco du jour. Et je commence tout de suite avec Oppenheimer de Christopher Nolan, adapté du livre sur Robert Oppenheimer, écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin, sorti en 2005, et qui relate un petit peu la descente aux enfers, disons-le ainsi, de Robert Oppenheimer, donc l'inventeur de la bombe atomique qui sera utilisée à des fins de guerre mondiale, et voilà, repris par des politiques véreux dans un contexte justement géopolitique sombre. Voilà, donc vous avez été nombreux à me motiver à voir ce film, sachant ce que je pensais de Tenet, vous connaissez mon avis sur ce film. Voilà, donc en plus un film de 3 heures, le plus long de Christopher Nolan. Je vous avoue qu'heureusement qu'il s'agissait d'un biopic. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion pour Christopher Nolan de se poser un petit peu sur un scénario simple, sans avoir besoin de faire beaucoup d'effets, etc. Peut-être de s'assagir un peu, je sais pas, mais voilà, de reposer un peu les bases. Et que nenni, il continue dans ses tics de réalisation, qui ne sont pas toujours justifiés d'ailleurs, parce que encore, quand il y a le travail de son frère au scénario, le scénario a tendance à être au service de la mise en scène, tandis que quand c'est que Christopher Nolan à l'écriture, je trouve que c'est plutôt la mise en scène qui est au service du scénario, et c'est un peu ce qui me dérange, alors à titre personnel, je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, moi, personnellement, c'est un petit peu ce qui me dérange, c'est-à-dire que cette histoire qui est, je dirais, en 3 parties, une première partie où on nous explique un peu l'élaboration et l'évolution du projet Manhattan en fait, de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où tous les scientifiques vont débarquer dans cette ville dans la ville, disons-le ainsi, où les scientifiques justement vont venir avec leur famille, c'est le dispositif proposé par Robert Oppenheimer, pour pouvoir travailler convenablement sur l'élaboration de cette bombe atomique. Donc ça permet vraiment d'avoir une vie de scientifiques où chaque jour, les chercheurs vont pouvoir avancer sur ce projet qui aboutira dans une deuxième partie du film au projet Trinity, qui sont ces fameux essais nucléaires. C'était le premier essai de la bombe atomique, qui dure 10-15 minutes dans le film, un truc comme ça, et toute la communication s'est articulée autour de cette séquence pour vendre évidemment tout le savoir-faire de Nolan en termes d'image, de son notamment, avec ce décalage entre l'image et le son. Vous savez qu'une explosion, lorsque vous voyez par exemple déjà ce que ça fait sur un feu d'artifice, quand vous êtes à quelques kilomètres, vous avez évidemment l'explosion avant l'arrivée du son, évidemment, de cette explosion. Voilà, donc c'est très très bien fait à ce niveau-là, aucun problème. C'est la partie spectaculaire du film, mais qui concerne que quelques minutes sur ces 3 heures. Et ensuite, vous avez une troisième partie du film qui concerne le procès, puisqu'évidemment, le but sera de discréditer Oppenheimer, c'est-à-dire qu'on lui commande une bombe atomique pour au final, après, lui reprocher d'avoir créé cette bombe, etc. Et voilà, donc c'est très très bien orchestré, vraiment, d'avoir été le gentil créateur comme ça, qui ensuite va se faire déposséder de son œuvre à des fins de guerre géopolitique et de fin de guerre mondiale, avec évidemment ces 2 catastrophes que vous connaissez tous, Hiroshima, Nagasaki, au Japon, absolument terrible. Voilà, qui va avoir des conséquences d'ailleurs sur l'armement de chaque pays après. Souvenez-vous de la guerre froide aussi, qui continue quelque part, toujours aujourd'hui, faut pas se leurrer, évidemment avec cette dissuasion par l'arme atomique, cette arme de destruction massive qui pourrait nous amener à une guerre mondiale, qui serait peut-être... une guerre nucléaire, je veux dire, qui serait une 3e guerre mondiale éventuelle, voilà, évidemment. C'est toujours cette dissuasion qui, quelque part, et c'est terrible de dire ça, mais ce qui est un peu vrai quand même, permet de tenir, évidemment en serrant un petit peu les fesses, disons-le ainsi, mais
sur une éventuelle prochaine guerre. Donc ça permet de stabiliser les tensions, c'est pour vous dire, c'est quand même assez terrible. Mais voilà, on ressent bien évidemment l'impact de la création de cette bombe au cours de l'histoire. Donc évidemment, ça, je dirais c'est plutôt bien raconté, mais c'est plutôt bien évoqué. C'est-à-dire que en fait, Christopher Nolan a tendance à beaucoup évoquer de choses dans son film, mais pas forcément à nous les transposer cinématographiquement parlant. Quelquefois, ça marche, notamment dans des séquences où Oppenheimer, donc Cillian Murphy, a des visions, en fait, c'est-à-dire une sorte de cauchemar, entre guillemets, de ce qui pourrait advenir, en fait, avec l'utilisation de bombes atomiques par la suite, ou même pendant la catastrophe d'Hiroshima-Nagasaki, il va commencer à ressentir un petit peu du malaise. Et donc là, on essaye d'être un peu plus dans la psychologie, je dirais, dans la troisième partie, ce qui fait qu'on peut être un peu plus ému, commencer à rentrer un peu dans l'émotion, mais c'est un peu tardif, je dirais. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, vu que c'est tardif, moi parfois, voilà, j'ai un peu piqué du nez, hein, je vous avoue, c'est pas toujours hyper captivant parce que ça parle, cette musique est assourdissante en plus, c'est-à-dire que ça n'arrête pas. Vraiment, il y a constamment des dialogues dans ce film, constamment. Il n'y a pas un seul moment où quelqu'un ne dit pas quelque chose. Enfin, je sais pas, donc en fait, c'est terrible parce que ça ne se pose jamais dans ce film, en fait. Faut tenir, hein, parce que la musique, il y a très très peu de séquences où la musique n'est pas présente. Et elle est toujours là pour souligner un suspense, une tension qui n'est pas présente dans le cadre. Alors, une tension, un suspense, ça se construit au niveau scénaristique, en fait, pour pouvoir permettre ensuite une construction dramatique. Mais si constamment vous êtes dans la tension, dans le machin, bah c'est comme si vous étiez sous perfusion, en fait, ou vous étiez maintenu comme ça avec un défibrillateur, en fait, pour vous maintenir en vie, pour regarder un film qui vous dit « Regarde, tu vas avoir de la tension, tu vas avoir de la tension, tu vas avoir de... » Ouais, mais sauf qu'il faut la construire, cette tension. Donc je trouve que c'est un petit peu poussif dans sa manière, en fait, de créer de la tension, du suspense dans son film. Ouais, véritablement, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu autoritaire du cinéaste un peu pompeux qui te dit, voilà, soit ému, soit machin, soit truc, voilà. Donc je trouve qu'il y a, voilà, on laisse pas assez la place au spectateur dans ce film. Les acteurs sont plutôt bons, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, Robert Downey Jr., pour une fois qu'il enlève son costume de super-héros, c'est vrai que ça fait du bien. Et ça, c'est... je pense qu'à l'unanimité, on sera tous d'accord là-dessus. Vraiment, bravo pour sa performance. Nous avons aussi Emily Blunt, hein, dans le rôle de la femme en fait, d'Oppenheimer, qui fait un très... Voilà. Pour le coup, elle transmet pas mal d'émotions. Et voilà, nous avons aussi Matt Damon, qui est aussi formidable. Voilà, donc ils incarnent tous des acteurs très importants en fait, hein, de cette histoire du projet Manhattan. Donc voilà, vraiment rien à dire là-dessus, à part si ce n'est, alors ça c'est pas les acteurs pour le coup, mais c'est plutôt Christopher Nolan. Dans la façon de diriger ces acteurs, il y a encore un côté un peu publicitaire, un peu poussif, un peu chic, clinquant, qu'on avait un peu dans Tenet déjà. C'est un peu... ouais, là aussi, il y a un côté un peu moins hein, que dans Tenet. Déjà, c'est beaucoup plus regardable et appréciable que Tenet, bien sûr. C'est un tout petit peu plus humain, quand même. Aussi, le rôle d'Einstein aussi, hein, très très bon. Voilà, pour le coup, bon, qui est sous-exploité, évidemment, mais qui est aussi intéressant. Voilà, donc il y a des bonnes choses dans ce film, mais voilà, je vais passer un peu à ce qui me dérange véritablement. Ce qui me dérange le plus, c'est cette déconstruction chronologique dans le récit. C'est-à-dire que, oui, ça peut être intéressant, comme chez Lynch, comme chez, je sais pas, d'autres cinéastes. En tout cas, c'est le premier qui me vient, parce qu'évidemment, c'est celui qui fait ça un petit peu à chaque fois, ou très souvent. Mais il faut que ça ait du sens. Par exemple, si on prend le cas de Nolan, il l'a déjà fait, bien entendu, dans Memento. Mais dans Memento, cette déstructuration chronologique avait du sens, puisque le personnage principal était amnésique, enfin quasi amnésique, hein, il ne se souvenait plus voilà, de ce qui lui arrivait 15 minutes après. Hein, souvenez-vous, il était obligé de prendre des photos, de s'écrire des mots sur le corps, hein, de se tatouer des mots, etc., pour pouvoir se souvenir de visages, de situations. Bien entendu que ça avait du sens, parce que la mise en scène est au service de la psychologie du perso, en fait. Ça, oui, aucun problème. Mais là, cette déstructuration chronologique ne sert à rien, en fait. Elle est juste là pour être pompeuse, pour rappeler que c'est un film de Nolan, pour contenter les aficionados, hein, les fans hardcore du cinéaste.
Voilà, on sent qu'il a vraiment voulu les contenter, mais c'est juste un effet de style pour faire un effet de style. Ça n'aide pas en fait à cette histoire de pouvoir être digeste, de pouvoir être rendu lisible, intéressant pour le spectateur. C'est encore, on sent qu'il va encore saturer un peu son scénar, sa mise en scène pour faire des effets, quoi, mais juste pour faire des effets. Et c'est un petit peu ça qui me dérange. Encore une fois, hein, quand il a son frère à l'appui, voilà, là ça va. Il arrive vraiment en connaissant les délires en gros de son frère, il arrive un peu à les canaliser dans un scénario où ça va pouvoir transparaître et avoir du sens. Quand il est seul devant sa page blanche, là on sent que Nolan, bah ouais, je trouve qu'il a un peu plus de mal. Alors, exception avec Inception, voilà, alors peut-être que l'histoire des rêves et tout, ça lui a permis finalement, peut-être que aussi c'est le thème qui lui permettait dès le départ d'être moins casse-gueule, mais là, sur cette histoire qui est pourtant simple, une histoire humaine, je veux dire, là, il y a quelque chose où l'espace-temps n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un de ses sujets de prédilection, vous le voyez dans toute sa filmo, hein, quasiment. Bah là, l'espace-temps, ça raconte pas grand-chose. Alors que dans Interstellar, par exemple, oui, ça raconte quelque chose. L'éloignement familial par cette navette qui part et donc à des années-lumière, et donc il y a tout un truc du temps qui passe comme ça, des années. Donc vraiment, voilà, là, la perte de repères spatio-temporels avait du sens. Nous sommes dans l'espace, nous sommes à des années-lumière de la famille du perso de Matthew McConaughey. Oui, ça marchait. Donc, ici, non, c'est pas le cas. Quel est l'intérêt de faire cette chronologie alambiquée? Mais ça ne sert à rien. Et en plus, avec ces effets de noir et blanc, on revient à la couleur, noir et blanc, etc. Encore une fois, mimétisme de Memento, hein, parce que c'était encore une fois présent dans Memento. Mais à part citer ces anciennes œuvres au niveau mise en scène, à quoi ça sert dans le cas d'Oppenheimer? J'aimerais comprendre, en fait, vraiment. À quoi ça sert dans Oppenheimer? Je ne vois pas vraiment. Voilà. C'est vraiment pour faire ces effets. C'est un peu comme si Burton oubliait de mettre sa porte, vous savez, penchée comme ça dans un film, ou il oubliait de prendre, je sais pas, Eva Green, ou Tim Burton, pardon, ou Johnny Depp à l'époque. Enfin voilà, il faut un perso dark, un perso machin, un perso grimé, etc. C'est comme s'il oubliait un peu de faire ça. Voilà, ou sa fameuse spirale, vous savez, voilà, s'il n'a pas mis sa fameuse spirale quelque part, c'est pas un film de Burton, vous voyez. Mais il y a un moment donné où, enfin, je sais pas, je trouve que c'est bien de le mettre et de contenter tout le monde, mais essayer dans ce cas-là, de faire en sorte que sa vision, je sais pas, d'ailleurs, j'aimerais comprendre l'angle véritablement du film, parce que oui, on sent un peu la descente aux enfers, on sent un petit peu évidemment le procès qui va... Voilà, on va essayer de le discréditer, etc. Donc il y a véritablement... on sent la chute, on sent qu'après le personnage, un petit peu comme dirait sa femme, hein, ne joue pas au martyr, hein, vraiment ce côté martyr, etc., pour se faire plaindre, etc. Parce que ce qu'il veut, en fait, à tout prix... On comprend qu'Oppenheimer, et ça c'est vrai qu'on le ressent un peu, mais ce serait bien de l'appuyer un peu plus si on va être dans la psychologie du perso, c'est de montrer qu'en fait c'est quelqu'un qui recherche plus la reconnaissance au niveau historique que finalement, comment dirais-je, il s'en fiche en fait de son sort au niveau juridique. Voilà, c'est un type, s'il est brûlé en place publique, on a l'impression qu'il est enfermé en prison, il s'en fiche un peu. Ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire. On le sent bien, hein, ce Oppenheimer. C'est ça qui aurait mérité d'être plus creusé, quoi. On a 3 heures et on est beaucoup sur plein de personnages, énormément d'acteurs, justement, de cette histoire, mais... Voilà, je trouve que ça pollue un peu le truc, et Dieu sait qu'il y a plein d'acteurs, enfin, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, vous voyez un petit peu toute cette farandole en fait, d'acteurs, donc la plupart sont bien exploités, mais il y en a certains qui sont trop minimes et qui sont presque anecdotiques en fait. Et je pense que ce qui aurait été intelligent, alors évidemment, je ne veux pas me mettre à la place du cinéaste, mais c'est parce que là, ce serait peut-être le côté plus frustration de ma part qui va s'exprimer, mais quand même... pour faire ressentir l'état, et ça m'énerve parce qu'il y a un peu de ça. Ça m'énerve parce qu'il y a un peu de ça, mais c'est trop peu présent. Mais véritablement, je ne sais pas, ou soit de revenir un peu sur les victimes, hein, en fait. Je vous dis, c'est trop minime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est vraiment évoqué et basta, quoi. C'est vraiment expédié. Mais de faire un parallèle avec les victimes, je ne sais pas, par exemple, mais de faire des parallèles avec des choses qui ont du sens.
Voilà. Et vraiment là, je comprends pas, à part faire des effets de spirale comme ça, un peu à l'Interstellar par moment, pour faire des effets stylés, etc. Je vois pas trop ce que ça raconte. Donc voilà. Où est passée l'inventivité de Nolan et tout? Enfin vraiment. Voilà. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, moi, c'est vrai que je vous le dis, hein, je commence à avoir un peu de mal avec les nouveaux films de Nolan. Hein. J'ai rien contre le cinéaste. Évidemment qu'il va avoir laissé un. Voilà, il a marqué au fer rouge hein, le cinéma américain avec des films comme Memento, comme Le Prestige, comme Inception, comme Interstellar, comme le Dark Knight, hein, sa trilogie, hein, on peut carrément dire aussi autour de Batman. Il a apporté aussi quelque chose, sa vision, sa patte par rapport à cette saga aussi, hein, bien entendu. Donc oui, il va avoir laissé une trace. Et le dernier aussi, Interstellar, bien évidemment, hein, qui est un peu son 2001 entre guillemets à lui. Oui, très bien. Il va avoir marqué le cinéma, ça, il n'y a aucun souci. Mais j'en pense qu'à partir de maintenant, il ne va s'adresser qu'à ses fans hardcore. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est que pour moi, voilà, je ne veux pas dire que c'est un mauvais film. Voilà, ça m'ennuie un peu parce que c'est quand même intéressant. Mais c'est plus l'histoire d'Oppenheimer qui est intéressante, je trouve, que le film lui-même. C'est un peu dommage. On a des grands acteurs. Par moment, il y a des petits coups de génie, mais par moment, mais c'est tellement minime. Et voilà, et ça arrive à des moments où je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous endormez pendant 5 minutes comme ça, vous piquez du nez, et d'un seul coup, il va avoir une bonne idée, et ça revient, mais c'est pas assez homogène, c'est pas assez soutenu comme rythme pour pouvoir, en fait, véritablement être captivé tout du long, en fait. C'est par moment. Oui, par moment, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais c'est pas tenu, quoi. Voilà, donc, expérience un peu compliquée sur ce Oppenheimer. Voilà, je me suis pas beaucoup amusé sur ce métrage, hein, je vous avoue. Ça aurait pu être plus palpitant, plus captivant. Donc voilà, je me demande même l'intérêt finalement de le voir dans les meilleures conditions, style IMAX, etc. Salle vraiment conçue spécialement pour du grand spectacle, puisque finalement, du grand spectacle, vous n'en avez pas beaucoup, quoi. Vraiment, je comprends pas. Alors, si c'est pour vous en mettre plein les oreilles par rapport à la bande originale qui n'arrête jamais, qui ne cesse jamais, il y a constamment de la musique dans ce film et c'est à devenir dingue, ouais, mais c'est encore pareil, l'utilisation de la musique. Pourquoi ne pas l'utiliser dans des moments où ça a du sens? Pourquoi non? Et là, c'est constamment, comme pour vous tenir, comme ça, c'est un peu autoritaire. C'est un peu autoritaire comme manière de choper le spectateur. Moi, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est vraiment... c'est un peu comme une prise d'otage, hein, parfois. Enfin, pour un cinéaste, c'est un peu ça, sa mission. C'est vous êtes pris en otage dans une salle obscure. Donc, sa mission, c'est quand même de vous retenir, en fait, évidemment. Et là, justement, cette prise d'otage est un peu difficile, quoi. Hein. Voilà. J'ai l'impression d'avoir assisté, si vous voulez, à un interrogatoire de 3 heures. Parce qu'en plus, c'est quasiment ça. Vous avez énormément de séquences, c'est l'interrogatoire à chaque fois. Soit c'est Lévi-Strauss, soit c'est Oppenheimer, mais c'est constamment, c'est que des interrogatoires, que des conversations. Waouh! On a l'impression d'écouter des bandes, vous savez, pour comprendre une enquête, des bandes audio comme ça sur des discussions, des choses qui auraient été prises comme ça chez des politiques, des trucs. Mais ouais, je trouve pas que ça rende le film palpitant, quoi, non? Avec cette affiche comme ça, qui rappelle un peu justement, je sais pas, il y a un côté un peu, ça aurait pu être un peu un film comme Imitation Game, je sais pas, un truc où ça donne envie de le revoir, Imitation Game, quelque chose de séduisant dans le personnage, mais on nous donne accès véritablement, en fait, aux différentes facettes, voilà, lui aussi, de l'inventeur, hein, de cette fameuse machine à décrypter, donc décoder en fait les messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Justement, là aussi, il y a quelque chose, d'intéressant. Mais voilà, et c'est pas une question d'acteur. Benedict Cumberbatch, il est dirigé par Nolan, ça donnera la même chose, je pense. Mais voilà, donc dans Imitation Game, là par exemple, je prends un film comme ça fonctionne, quoi. Ouais, là oui, clairement, c'est un film que vous pouvez revoir sans problème. Oppenheimer. L'expérience est un peu éprouvante, je trouve, quand même. C'est long, c'est quand même long. Ouais, il y a des films de 3 heures, vous sentez pas...
Ouais, vous sentez pas la durée, mais là, quand même, ouais. Non, c'est un peu éprouvant comme prise d'otage. Et d'ailleurs, ça fait le lien tout cuit avec Yannick, puisque, voilà, dans Yannick, eh bien, il y a justement une prise d'otage, hein, au premier sens du terme, justement, dans un théâtre, voilà, puisqu'il y a une représentation d'une pièce, hein, qui s'appelle Le Cocu. Ça permet de faire une transition toute parfaite avec Yannick. Et donc, à un moment donné, un spectateur va se lever et va reprendre le contrôle, en fait, de la soirée pour lui-même réécrire la pièce, puisqu'il n'est pas content. Voilà, un spectateur mécontent de la pièce qui dit « J'ai payé 16 € pour voir une pièce qui est censée me détendre, et finalement, voilà, je suis... voilà, ça m'a pas du tout amusé, je vais rentrer chez moi, je vais toujours avoir mes soucis dans la tête. » Voilà, donc c'est assez drôle, le type parle de lui, dit qu'il vient de Melun, etc. Donc Raphaël Quenard, hein, vraiment c'est une prestation absolument incroyable de sa part. Voilà, j'ai été assez bluffé par sa prestation, hein, vraiment, sa performance est incroyable. Donc voilà, c'est très très loufoque parce que voilà, vous assistez dans un premier temps à la pièce. Ensuite, il y a un spectateur qui se lève et là, tout part en sucette. Prise d'otage, réécriture de scénario justement de la pièce de théâtre en fait en live avec des acteurs comme ça qui sont complètement voilà, qui savent plus quoi faire. Tout le monde est pris en otage avec ce type armé comme ça complètement fou. Et donc voilà, tout va tourner autour de ça. Je trouve que c'est très intelligent parce que c'est comme si d'un seul coup, en fait, on prenait du recul sur le monde du spectacle, sur véritablement la qualité d'une œuvre, sur le côté prise d'otage justement dans une salle de théâtre où vous ne pouvez pas partir, en fait, à moins de vraiment peut-être vous faufiler entre les sièges dans le noir, si jamais la pièce n'est pas bonne. Et c'est vrai que voilà, vous êtes retenu dans cette salle et parfois ça peut être éprouvant d'assister à une pièce de théâtre quand la pièce n'est pas bonne, en fait. Voilà. Et donc voilà, ça c'est très très bien vu. Cette métaphore, hein, de cette prise d'otage. Et en même temps, il y a ce côté où les acteurs eux-mêmes vont peut-être sortir grandis de cette expérience vis-à-vis de ce spectateur armé, complètement fou. Enfin, pas si fou que ça, hein, bien entendu, mais disons que voilà, c'est un peu l'idée, c'est lui qui va comme ça donc décider du sort de la pièce. Bon, voilà, donc c'est assez drôle. On passe véritablement un bon moment parce que l'écriture, pour le coup, des dialogues est très très fine. Rien n'est laissé au hasard. L'utilisation de la musique, vous voyez comme quoi. Là, on ne parle pas de budget de millions de dollars, hein, on parle d'un film quand même qui est beaucoup plus modeste. Et c'est un huis clos dans un théâtre, hein, clairement. Mais vous voyez, là, la musique est bien utilisée puisque vraiment dans des moments un peu de suspense, de tension, etc., où on se demande qu'est-ce qui va se passer après parce que ce film est complètement imprévisible, hein, à l'image du personnage principal. Donc ça fonctionne très très bien. Là, pour le coup, c'est un scénario qui est très bien construit. On est sur 1h07. Alors c'est vrai que dans une salle de cinéma, on a un peu l'impression de voir un moyen métrage long, quoi. Mais c'est un film abouti. Voilà, je trouve que Quentin Dupieux, contrairement par exemple à Fumer fait tousser ou Au Poste, parce qu'Au Poste, hein, voilà, c'est vraiment là... Pour le coup, il avait une très bonne idée, mais le dénouement n'était pas, je trouve, à la hauteur de tout le développement, en fait. Et puis dans Fumer fait tousser, c'était une multitude de courts-métrages, finalement. C'était toutes les histoires que se racontaient un peu ces super-héros, là, entre eux, autour d'un feu de camp. Et ben ça anéantissait, je trouve, l'idée de base qui était de montrer des super-héros voilà, qui combattent, etc. Ça aurait pu être très, très drôle d'aller au bout de cette idée-là. Et finalement, c'est tout de suite anéanti. Hein. C'est un film avorté, finalement, aussi. Hein. Fumer fait tousser. Donc, Au Poste et Fumer fait tousser, pour moi, étaient des films avortés. Tout le reste est très très bon, hein. Bien entendu, Le Dain, Mandibule, enfin je ne vais pas tous les citer, mais Réalité notamment aussi, qui reste aussi une de ses œuvres majeures, très très forte, je trouve, à mon sens en tout cas. Et voilà, donc je suis content de voir que Quentin Dupieux est revenu à quelque chose de... Voilà, il s'est posé, c'est quelque chose de simple, voilà, c'est un huis clos dans un théâtre, avec une prise d'otage qui va en même temps re-questionner le monde du théâtre, le monde du spectacle, de la réception spectateur. Et tout ça, en plus, en rendant le film divertissant, drôle, avec des dialogues qui font mouche, vraiment, que vous allez pouvoir parfois retenir. Ouais, et c'est très très beau. Et ce final est émouvant, véritablement émouvant, parce que pas manichéen, parce que qui questionne notre société, véritablement.
qui questionne aussi le monde de la critique, qui questionne beaucoup de choses autour du spectacle, du théâtre, du cinéma, de tous les arts vivants ou du spectacle, de l'image. Ouais, donc et puis aussi le côté social, très social, qui est presque un peu, qui flirte un peu avec des thématiques à la Dupontel, hein, vraiment. Donc véritablement, là, on a un auteur qui, d'habitude, est d'ailleurs plus sur le concept, je dirais, que sur l'humain, le social. Et là, je trouve qu'il a réussi, c'est un peu la nouveauté, je dirais, de son nouveau film, d'avoir inclus un peu une dimension sociale, émouvante, ouais, avec un petit peu, voilà, un petit peu d'humain. Véritablement, ouais, ça fonctionne très très bien. Donc je recommande, hein, c'est vraiment ma reco du jour, je recommande Yannick de Quentin Dupieux. Voilà, belle surprise, en tout cas, belle surprise, je tiens à souligner. Et Raphaël Quenard, bah écoutez, hein, puis Marmaille bien entendu, hein, dans une deuxième partie du film, il est étincelant aussi, il est époustouflant. Nous avons Blanche Gardin aussi qui est au top. Voilà, j'oublie le dernier acteur, pardonnez-moi, Sébastien Chassagne, voilà. Voilà, tous sont absolument formidables, il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de personnages qui servent à rien, il y a même des personnes qui ont, je sais pas, il y a peut-être des acteurs qui ont 2-3 répliques par-ci par-là. Tous apportent quelque chose. Tous, sans exception. Donc c'est absolument généreux envers les spectateurs, c'est généreux envers les acteurs, c'est généreux véritablement de A à Z. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour moi d'un scénario qui se tient, qui paraît être simpliste comme ça, mais qui a beaucoup de sous-texte, beaucoup de profondeur, et surtout qui est tenu, quoi. Il tient son sujet, véritablement. Ouais, donc là, pour une fois, il fait un long métrage d'1h07, mais qui se tient. C'est pas frustrant d'arriver au bout. Non, non, il arrive au bout de quelque chose à la fin. Donc voilà, c'est pas une question de durée, hein, un film. Hein. Vous pouvez faire un film d'1 heure, mais s'il y a véritablement quelque chose d'abouti in fine, c'est la qualité qui prime, pas la quantité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est aussi un problème de producteur. Je reviens sur le problème un peu d'Oppenheimer aussi, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, maintenant, comme à l'image d'Avatar 2, peut-être que les prochains Avatars feront tous 3 heures aussi, j'ai l'impression que c'est un argument maintenant de producteur de se dire « Ah bah, un film attendu par les spectateurs en salle, hein, qui sont capables de se déplacer en salle, il faut que minimum, maintenant, ça dure 2h30, 3 heures, parce qu'ils ont payé leur place, et il ne faut pas qu'ils partent tout de suite, il faut qu'ils aient l'impression vraiment de ne pas s'être déplacés pour rien. » C'est un peu le problème, je trouve, aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression quand même que ouais, mais c'est dangereux pour la pérennité des œuvres derrière, l'exploitation vidéo, l'exploitation télé, l'exploitation... Enfin, parce que est-ce qu'on a véritablement envie de les revoir après, sachant que c'est long, sachant que c'est quand même parfois éprouvant? Ben, je ne sais pas. À l'image aussi du dernier Mission Impossible, hein, c'est pareil. 2h45 sur un film qui est en plus en 2 parties. Vous arrivez à la fin de la première partie, vous avez l'impression de waouh, d'avoir tout donné. Non, il vous faut une deuxième couche. Donc voilà, c'est peut-être un peu indigeste, quoi. Faire attention, je trouve, maintenant. Voilà, j'espère quand même que par la suite, hein, à l'avenir, les producteurs, peut-être, on reviendra à quelque chose de plus simple, de moins long, etc. Voilà, donc, à part si c'est justifié. Et là, c'est vrai que j'en doute un peu parfois. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, voilà, c'était mes avis donc, sur Oppenheimer et Yannick, donc tous deux réalisés respectivement par Christopher Nolan et Quentin Dupieux. Alors j'aurais plutôt tendance à vous recommander Yannick. Hein. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, je ne peux pas comparer Yannick et Oppenheimer, hein, mais bon voilà, la grosse machine Nolan, voilà, je trouve s'étouffe un peu. S'estompe un peu, donc voilà, donc en tout cas Quentin Dupieux, lui pour le coup, toujours des choses à dire avec ses petits films comme ça qui paraissent minimalistes, donc voilà, ce sera tout en tout cas pour moi, pour mes critiques d'Oppenheimer et Yannick. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi, je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, écoutez, coucou à vous, hein. N'hésitez pas à mettre un petit clic sur s'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et de garantir au maximum les prochaines vidéos. Donc je vous en remercie vivement d'avance. Et écoutez, que de nouveaux films déjà sortis ou qui approchent, hein, avec la rentrée.
de septembre, hein, qui approche à grands pas. Donc écoutez, voilà. Les films du vendredi reviennent très prochainement, hein, donc stay tuned, comme on dit, hein, restez informés. Et bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!